informer est un plaisir. Merci d'avoir choisi la télévision numérique C24+. Prenons les titres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu ce jeudi 3 août sur le chantier qui abritera le centre financier de Kinshasa. Objectif, se rendre compte de l'évolution des travaux. Quel bilan faire de la commission provinciale Justice, Paix et Réconciliation au Kasaï central en marge du Génocost? Maître Vincent Kayembe est l'invité du journal dans un entretien exclusif avec Henri Nguindo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrant cette édition par cette information, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité le mercredi 2 août dans la matinée le chantier abritant les travaux des tours jumelles du centre financier de Kinshasa et qui sont dans la phase de finition. Henri Nguindou pour ce commentaire. Ces immeubles de 21 étages construits par la Turque Milvest reçoivent pour l'instant le baie vitré et autres travaux d'étanchéité. Turan Mildon, le patron de la société Milvest, a précisé que les travaux ont atteint plus de 90% des réalisations et que l'inauguration devrait intervenir en décembre prochain. Il a renchéri en disant qu'aujourd'hui, le chef de l'État est passé pour la deuxième fois, 9 mois après sa première visite. Il a vu l'état d'avancement des travaux et il en était satisfait. Le centre financier sera constitué de 4 tours de 21 niveaux dédiés au ministère des Finances et du Budget, au bureau du gouvernement et un hôtel 5 étoiles avec 240 chambres. Il aura comme extension un centre de congrès de 3000 places. Près de 10 000 bureaux de travail seront aménagés dans les 4 immeubles. Au total, 3000 ouvriers dont 1200 Turcs et 1800 Congolais travaillent dans ces chantiers situés dans l'espace compris entre le ministère des Affaires étrangères, l'Athénée de la Gombe et le Palais de Justice. Au cours de cette visite, le président Tshisekedi s'est rassuré des conditions sociales des ouvriers à travers un échange direct entre le parti. Il a donné des instructions claires et précises pour que les conditions soient améliorées. La construction de cette infrastructure moderne est le fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie après la signature des accords intervenus en 2022 à Kinshasa en présence du président Félix Tshisekedi et de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan en visite officielle en RDC. Autre activité du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est aussi sa participation ce jeudi aux côtés de son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra, parrain de la 8e promotion spéciale à la clôture de l'année académique au Collège de hautes études stratégiques de défense. Suivez le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans cette allocution. Je voudrais féliciter les lauréats du jour et le commandement du CHESD pour la réussite de cette formation. Vous avez tous nos encouragements. Ainsi, je déclare close l'année académique 2022-2023 et ouverte l'année académique 2023-2024 et je vous remercie. Poursuivons avec les 9e Jeux de la francophonie. Les hostilités en judo ont été lancées le mercredi 2 août au gymnase du stade Tata Raphaël dans la catégorie de moins de 60 kg. Le Congolais Arnold Kisoka a remporté la médaille de bronze devant le Mauricien Gangaya Wisley. Victoire par Ippon après 3 shido à 50 secondes de la fin alors qu'il était mené de 1-0. C'est un récit de Jennifer Balouti. Le regagnant congolais se nomme Arnold Kisoka, tombeur du Mauricien Gangania Wisley dans la catégorie des moins de 60 kg, qui a raflé la médaille de bronze par Ippon après avoir écopé de 3 shido à 50 secondes. Ouais, sentiment là, eza ya mona on a salué mboka Congo, la qui 4 mains, et ça le fort médaille moko tikali, de cette makasi na sentiment makasi. La mona mimi bitumane le kakiwana côté le côté de la casquette la mindele zaki ba vatité la temboli honneur l'Afrique la temboli honneur la mboka Congo. Pour sa part, le Libanais Haddad Joe, victorieux face au Camerounais
Kunga David et médaillé de bronze également, n'a pas manqué de mots. C'était une bonne journée. En fin de compte, j'ai terminé avec un bon résultat et c'est ce qui est important. Dans la version féminine, les Congolais sont tombés dans les catégories de moins de 48 kg et 52 kg. La mission a été compliquée d'abord pour Jemima Ntima qui s'est fait battre par la Canadienne Isabelle Charlize Medilo par Ippon. Ensuite, Sarah Kafufula Bilengo a été écartée sur Kiken Gachi retiré par Julienne Ouimana du Burundi. Au regard de ces résultats enregistrés, la République démocratique du Congo peut encore combattre pour remporter les médailles dans les catégories des moins de 63 kg chez les dames et de moins de 73 kg du côté des messieurs. C'est dans une ambiance de convivialité et de fair play que se déroulent ces combats, pareils dans toutes les autres disciplines depuis le début de ces Jeux de la francophonie. Dans la même optique, c'est ce jeudi 3 août qu'a débuté les compétitions en lutte africaine. Le président de la Fédération camerounaise de lutte africaine, Isaac Mpia, lors de la séance d'échauffement de son équipe, avait donné un petit aperçu de l'origine de cette discipline sportive qui tire ses origines de l'Afrique en particulier. Suivez-le au micro de Jennifer Baluti. Nous avons ce que nous appelons la beach wrestling, qui va faire son entrée aux Jeux Olympiques à Paris 2024. On est parti sur une synthèse des différentes luttes, principalement en Afrique, pour créer la beach wrestling, qui va entrer aux Jeux Olympiques qu'on appelle lutte de plage, qu'on appelle les mais si vous regardez l'historique de l'Afrique, la lutte, elle fait partie de la culture de beaucoup de peuples africains, que ce soit dans le bassin du Congo, que ce soit vers le Soudan, que ce soit en Égypte. Les combats de lutte servaient peut-être de demander une femme en mariage, d'avoir une suprématie sur un village, de montrer qu'on est le plus fort, voilà, de séduire les femmes. Donc la lutte a toujours fait partie de la culture africaine. Toujours dans ce chapitre, prenons cette brève. Deux Congolaises en judo ont créé la sensation dans l'avant-midi de ce jeudi 3 août 2023 au gymnase du stade Tata Raphaël de la Kétune. Dans la catégorie de moins de 60 kg, Divine Ethan Litolo a battu au 8e de finale la Marocaine Chimei Taïb, alors que Mouissi Philippe Lorette s'est imposée face à la Guinéenne Bangoura Maha dans la catégorie de 57 kg à l'étape de quart de finale de la compétition. Convocation de l'électorat pour la députation provinciale et élection des conseillers communaux en République démocratique du Congo, la CENI a procédé à l'ouverture des bureaux de réception et traitement de candidatures sur toute l'étendue du territoire national le 2 août dernier. Et c'est jusqu'au mardi 22 août de l'année en cours. Suivez Patricia Ncéa, la rapporteure de la CENI, dans cet extrait que nous propose Marc-Valentin Kelsint. Article 1er. La Commission électorale nationale indépendante convoque l'électorat pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux à la date du 2 août 2023. Article 2. L'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures à l'élection des députés provinciaux et à celle des conseillers communaux est arrêtée comme suit, à l'exception des territoires de Massissi, Rutshuru et Kwamut, du 3 août 2023, 22 août 2023, soit 20 jours, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures aux élections des députés provinciaux et des conseillers communaux, dépôt et traitement des dossiers, 23 août 2023, 27 août 2023, soit 5 jours, ajout, retrait ou substitution des dossiers des candidats députés provinciaux et des conseillers communaux, 25 août 2023, 4 septembre 2023, soit 8 jours, transmission des dossiers physiques des candidats députés provinciaux et des conseillers communaux au bureau de la CENI, 29 août 2023, 7 septembre 2023, soit 10 jours, délibération par l'Assemblée plénière, 8 septembre 2023, 1 jour, publication des listes provisoires des candidats députés provinciaux et des conseillers communaux déclarés recevables et irrecevables,
9 septembre 2023, 11 septembre 2023, soit 3 jours. Notification aux candidats députés provinciaux et aux conseillers communaux déclarés irrécevables. 2 octobre 2023, 8 octobre 2023, soit 7 jours. Prise en compte par la CENI des décisions des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs. 9 octobre 2023, publication des listes définitives des candidats députés provinciaux et des conseillers communaux. Comme annoncé par la Commission électorale nationale indépendante, l'opération gratuite de délivrance de duplicata pour les cartes perdues ou illisibles devrait commencer le mercredi 2 août. Comment avoir accès et obtenir sa carte selon les cas si évoqués? Henri Nguindou pour ce commentaire. Comme l'avait annoncé la CENI il y a plus d'une semaine dans un communiqué, c'est en principe mercredi 2 août que 27 sites répartis en 11 antennes sur la ville-province de Kinshasa ont débuté l'opération de délivrance progressive des duplicata de la carte d'électeur. Cette opération concerne les électeurs qui ont perdu leur carte ou dont les écrits de celle-ci sont devenus illisibles. La délivrance du duplicata est gratuite, mais la CENI a établi une procédure à suivre pour obtenir le remplacement de sa carte. Pour un électeur qui a perdu sa carte, il doit attester cette perte auprès d'un officier de police judiciaire qui lui délivre un procès verbal de perte de la carte d'électeur. Ensuite, il doit se présenter à l'antenne de la CENI du ressort de son centre d'inscription muni du dit procès verbal. Il se verra alors appelé à remplir un formulaire de demande de duplicata si le chef d'antenne de la CENI ou son délégué confirme qu'il était bien inscrit à l'un des centres d'inscription du ressort de l'antenne. Quant aux électeurs dont les écrits sur la carte se sont effacés ou sont devenus illisibles, ils sont priés de se présenter aux antennes de la CENI du ressort de centre d'inscription muni de la carte défectueuse. La CENI avait aussi tiré l'attention de la population sur l'existence des réseaux des producteurs de faux duplicata des cartes d'électeurs et avait invité les services compétents à démanteler, démasquer et décourager ces réseaux afin de soumettre leurs auteurs à la rigueur de la loi. Les travaux d'asphaltage amorcés depuis le mois dernier sur la chaussée Kulumba dans le quartier Kingabwa-Point-Chaud dans la commune de Limete évoluent à vive allure. Mitterrand Mukumbi y était pour le constat. Dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures routières à travers le pays, initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, et améliorer les conditions de vie de la population, les travaux de construction et de bitumage de l'avenue Kulumba qui va relier la commune de Massina par Bekatef sur boulevard Lumumba à la commune de Limete par Kingabwa avance dans toute son entièreté à pas géant. Le bitumage de cette route s'inscrit dans la politique du gouvernement qui s'est assigné un objectif de désengorger les grandes artères, notamment les boulevards Lumumba et une partie de la route poids lourd. Le financement de ces travaux est assuré par le gouvernement provincial de Kinshasa à la hauteur de 9 100 744,60 $ américains et ils sont exécutés par différents maîtres d'ouvrage, entre autres Safrimex, Malta Forest, pour ne citer que ceux-là. Notons que cette route offrira à la ville de Kinshasa une voie d'accès qui faciliterait aux usagers l'accès rapide à l'aéroport international de Njili. Pour rappel, la durée de ces travaux est de 24 mois. Au Kasaï central, après l'investiture par Eddy de membres de la commission justice, vérité et réconciliation, il y a maintenant plus de 10 mois par le gouverneur John Kabeya, quel bilan faire de cette structure? A-t-elle pu apporter des réponses aux victimes du phénomène Kamoenan-Sapu de 2016 à 2017? Suivez Maître Vincent Kayembe, avocat au barreau du Kasaï central. Au stade actuel, je crois qu'avec les préalables, la désignation, l'arrêté, la présentation, il fallait aussi que la commission puisse acquérir le bâtiment, le bureau, en tout cas coup de chapeau au gouvernement provincial du Kasaï central, parce que le bâtiment est bien à la disposition, on attend que l'on puisse continuer et les activités ont été lancées. Donc, je crois que c'est au bout de 3 ans, parce que c'est l'esprit même de l'Eddy que l'on pourrait établir le bilan, mais jusqu'à présent, je suis optimiste et je voudrais inviter les autres à prêter main forte à cette commission qui doit beaucoup travailler pour le bien
de la province du Kassai central, parce qu'il s'agit là des poursuites pénales, il s'agit de la recherche de la vérité, il s'agit des garanties de non-répétition, il s'agit en même temps des réparations. Et signalons que les animateurs de cette commission, au total 11, proviennent de différentes couches sociales du Kassai central et ils ont un mandat de 3 ans. Rendons-nous dans la province du Kassai oriental où la vice-gouverneure Julie Kalenga a été officiellement désignée gouverneur intérimaire de cette province mercredi 2 août par le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipe. Les détails avec Sami Melou. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jean-Claude Molipe, a confirmé mercredi 2 août par une note administrative la désignation de la vice-gouverneure du Kassai oriental comme gouverneur adjoint intérim après la mise en accusation de Patrick Mathias Kabeya par l'Assemblée provinciale. Jean-Claude Molipe affirme dans cette correspondance avoir pris acte des différentes accusations et poursuites judiciaires à l'encontre de Patrick Mathias Kabeya et sur ce, charge Madame Julie Kalenga d'assurer la continuité de la gestion de la province, cette fois-ci comme gouverneur adjoint intérim, en attendant l'organisation de l'élection par la Commission électorale nationale indépendante pour trouver les nouveaux locataires de l'exécutif provincial. Retenons par ailleurs que le gouverneur du Kassai oriental, Patrick Mathias Kabeya, a été mis en accusation par l'Assemblée provinciale pour un prétendu détournement des deniers publics de l'ordre de 13 milliards et 281 millions de francs congolais dont l'usage n'a pas pu être tracé jusqu'à présent. Nous restons à Mbuji-Mayi où les travaux de réhabilitation de 35 km de route sont en cours. Ces travaux sont exécutés par la société Safrimex sous la supervision de l'Office de voirie et drainage. Suivez ce reportage de Jocelyn Pouy et Manassé Ntsingi. Présentée comme la capitale du diamant, Mbuji-Mayi était il y a peu une ville presque abandonnée, une situation qui contrariait avec sa renommée internationale. Et grâce à la volonté politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, la ville est aujourd'hui un grand chantier dont les premiers résultats sont spectaculaires. Des travaux d'Hercule sont en effet en cours d'exécution, dont la plupart en étant des finitions. C'est le cas notamment de l'avenue Chipia, située dans la commune de Dioulou, au quartier Massanka. Mes impressions tombent surtout sur le président de la République. Je le remercie de tout cœur parce que la ville de Mbuji-Mayi est en train de changer. Je vois il est revêtu d'une belle robe, surtout qu'il a pensé développer cette province qui est sa province natale, c'est qu'on ne s'attendait pas. La plupart d'entre les gens qui ont leurs mauvaises interprétations ont l'habitude de dire Fachi jusqu'à présent n'a rien fait. Mais à ma grande surprise, je suis en train de voir des avenues, des grandes routes, voulais-je dire, en train d'embellir. Donc c'est vraiment des choses incroyables. Ingénieur Bosco Mukenge, chef de service technique des Safrimex, nous fait le point des différents travaux déjà réalisés sur terrain. Ici sur Chimpia, et aussi on est aussi à 90%. Dès qu'on termine aujourd'hui à 16h, je crois qu'on va terminer l'asphaltage ici. Il nous restera que les dalles des avenues et quelques dalles parcelles. Sur l'avenue Katomba, là, on a terminé les travaux d'assainissement, c'est-à-dire les travaux de caniveaux, c'est déjà terminé. Et on est en train de poser les bordures et d'ici quelques jours, on pourra attaquer les travaux d'asphaltage. Sur l'avenue Kanchi, et là, on est plus ou moins aussi à 80% avec les travaux d'assainissement. Donc, ce qui nous reste maintenant, c'est juste les travaux des chaussées. Et pour la chaussée, on a déjà mis la couche de fondation, on a mis la couche de base et nous attendons juste quelques réglages sur la couche de base afin d'attaquer la couche d'imprégnation et passer à l'asphaltage. Par ailleurs, plusieurs autres avenues de la ville de Mbuji-Mayi sont déjà réhabilitées, à l'instar de l'avenue État-Major, l'avenue Gémi, Assemblée, avenue de la Mort, pour ne citer que celle-ci. Et ces travaux sont exécutés par la société Safrimex sous la supervision de l'Office des voiries et des drainages. Merci pour votre particulière attention. L'invité du journal est Maître Vincent Kayembe, coordonnateur de la CNDH au Kassai central. Il passe en revue dans un entretien exclusif avec Henri Nguindou de l'évolution de la Commission provinciale Justice, Paix et Réconciliation. Bonne suite de nos programmes sur votre télévision numérique C24+.